Arrivée du président du Parlement français ce jeudi à Abidjan, Claude Bartholone effectue une visite de 3 jours dans la capitale économique ivoirienne. Une visite pour renforcer la coopération entre les hémicycles français et ivoiriens. Dans le cadre du renforcement du réseau électrique ivoirien, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a posé aujourd'hui la première pierre du poste source d'Azito dans la commune de Yopougon. Ce projet va coûter 11 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, une cinquantaine de médecins cubains sont arrivés hier au Libéria pour prendre part à la lutte contre le virus Ebola qui sévit dans ce pays. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce 23h. Le président du Parlement français est à Abidjan. Claude Bartholone est arrivé ce soir dans la capitale économique ivoirienne pour une visite officielle de 3 jours. Une visite qui vise à renforcer la coopération entre les hémicycles français et ivoiriens. Demain, il aura un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. La rencontre va être sanctionnée par la signature d'accords cadres entre les deux parlements. Claude Bartholone sera ensuite reçu par le président de la République. Pour rappel, cette visite s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le chef de l'hémicycle ivoirien, Guillaume Soro. Le président du Parlement français, Claude Bartholone, est donc à Abidjan. Il s'est exprimé dès son arrivée dans la capitale politique ivoirienne. Je vous propose de l'écouter. C'est un grand moment parce que nous savons que nous ne mettons pas les pieds dans n'importe quel pays. Nous mettons les pieds dans un pays avec qui nous avons des liens d'amitié historique. Je n'oublie pas ce qu'a pu représenter le sacrifice de bon nombre de nos enfants pour nous permettre de vivre aujourd'hui en liberté. Au nom de ce passé glorieux, je suis heureux de pouvoir retrouver mon collègue président de l'Assemblée, qui a été parmi les premiers visiteurs que j'ai eu l'occasion de recevoir peu après mon élection. Je suis heureux de rencontrer les parlementaires avec qui nous avons des liens d'amitié très actifs. Et je suis heureux de me retrouver ici, notamment parce que je suis élu d'un département en France, la Seine-Saint-Denis, où nous avons beaucoup d'enfants en commun. Et c'est au nom de tout cela que je suis sûr que les heures qui vont nous permettre de rencontrer à la fois les autorités politiques seront un moment qui permettra, à la suite de la visite rendue par le président de la République, François Hollande, de renforcer encore nos liens d'amitié. Le gouvernement poursuit son programme de renforcement du réseau électrique ivoirien. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre du poste source d'Azito dans la commune de Yopougon. Coût du projet, plus de 11 milliards de francs CFA. Il va permettre de soutenir la croissance économique par la fourniture d'une électricité de qualité. Abou Sanogo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne ainsi le ton des travaux d'extension de la centrale d'Azito. Ce poste source 225-15 kV va coûter 11 milliards 500 millions de francs CFA. Il permettra d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique. Sa mise en œuvre est une composante du programme de renforcement du réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Elle marque ainsi la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de respecter les engagements de fourniture d'énergie avec les pays de la sous-région. L'énergie qui était produite ici n'était pas donc distribuée directement ici, il partait donc ailleurs avant de revenir. Donc avec ce qui a été fait, en passant de 225 plus bas à 15 kV, ça permet la distribution donc, disons que de 150 MW directement ici sur donc Yopougon. Ça ne concerne pas seulement que les villes et qu'il y a un grand programme pour les villages et que d'ici 2020 au plus tard, donc toutes les villes de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants seront donc électrifiées. Ce poste va donc contribuer à l'alimentation de la commune de Yopougon et des zones environnantes. La Côte d'Ivoire maintenant s'engage à faire des transformateurs de postes sources pour que l'électricité produite puisse être envoyée dans les agglomérations, dans les usines, dans les centres hospitaliers de façon stable. À la suite de l'extension du réseau d'eau potable, cela vient en plus donc pour faire en sorte que Yopougon soit véritablement une commune en pleine expansion. La création du poste source d'Azito intervient après celle de l'Adjibi dans la commune de Cocody et d'Anoumambo dans la commune de Marcory.
La commission électorale indépendante a une nouvelle porte-parole. Elle se nomme Maître Victoire Allé. Elle assure cette fonction depuis le début de ce mois d'octobre. Maître Victoire Allé a animé ce matin une conférence de presse à la faveur de laquelle elle a établi le bilan des activités de la CEI. Michel Digri. Maître Victoire Allé est la représentante du barreau au sein de la commission centrale de la CEI et c'est elle qui parlera désormais au nom de la commission électorale indépendante. Son premier oral a eu lieu ce jeudi face à la presse pour faire le bilan des activités de l'institution depuis le mois de septembre à ce jour. Le président a pris divers arrêtés et décisions portant composition des sous-commissions thématiques supervisées chacune par un vice-président et nomination des membres des dites sous-commissions. Ces sous-commissions s'activent actuellement autour des différents thèmes entrant dans leur attribution et travaillent d'arrache-pied afin d'accomplir les tâches à elles assignées. Par ailleurs, le bureau de la CEI a reçu diverses délégations et organismes internationaux. Comme vous pouvez le constater, la CEI travaille à l'organisation d'élections transparentes, crédibles et répondant aux standards internationaux. Il faut souligner qu'elle met tout en œuvre pour tenir dans les délais légaux. Sur l'agenda immédiat de la CEI, la porte-parole a annoncé la formation des commissaires centraux sur l'administration électorale et les systèmes électoraux, des programmes qui devront leur permettre de mener à bien leur mission au cours des élections générales de 2015. Nombreux sont les partis politiques et associations qui continuent de soutenir l'appel de Daokro. Il a été lancé le 17 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié qui a appelé à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015. Nos reporters ont fait pour vous le point de ces différents soutiens. L'appel à l'union et au soutien autour de la candidature unique d'Alassane Ouattara en 2015, lancé par Henri Konan Bédié, suscite l'adhésion de plusieurs sections du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Zie Koulibaly, délégué départemental du PDCI à Ouangolodougou, a conduit récemment une délégation du parti dans la région en vue de rallier les populations à l'appel de Daokro. Des entretiens avec les chefs coutumiers et religieux aux grandes rencontres de sensibilisation et d'information des populations, le chef de la délégation a montré la portée de l'appel de Daokro. L'appel de Daokro continue de susciter des réactions. La dernière en date est la visite du secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Lénisongui Koulibaly à Boundiali. Lénisongui Koulibaly, aux militants du PDCI, a expliqué le bon sens de l'appel de Daokro. Un appel qui, d'une part, permet de consolider les liens de fraternité entre les membres du RHDP et, d'autre part, permettra au président de la République, Alassane Ouattara, d'achever ses réalisations pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pour expliquer l'intérêt de la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le compte du RHDP à Niamey, Théophile Awandoli a conduit une forte délégation. Le secrétaire exécutif chargé du suivi des décisions gouvernementales a révélé aux militants et sympathisants du PDCI-RDA que l'appel de Daokro est l'expression de la clairvoyance du président de leur parti. Henri Konan Bédié pour Awandoli veut répondre aux impératifs de réconciliation, de paix et de développement à travers son appel à soutenir le président Alassane Ouattara, dont les actions menées en seulement 3 ans achèvent de convaincre qu'il est l'homme de la situation. Adhésion de la région du Bunkani à l'est de la Côte d'Ivoire à l'appel de Daokro. En tout cas, c'est la réaction des délégations du PDCI-RDA à la suite de la mission d'explication conduite par Boguizi Rio et Akoto Olivier, tous deux membres du bureau politique du parti d'Henri Konan Bédié, à Teini, Doropo, Bouna et Nassien, où les émissaires du PDCI-RDA se sont rendus. C'est avec l'appui des responsables locaux du RDR qu'ils ont indiqué le bien fondé du soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara. Et dans la droite ligne de l'appel de Daokro, le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015, continue de mener la mobilisation sur le terrain. Dans le cadre de son implantation sur tout le territoire, le mouvement a installé récemment un coordonnateur dans la commune d'Anyama, Sidonie Davila.
Farik Ousoumaoro est le coordonnateur du mouvement national pour le soutien de la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. L'homme a été installé récemment par le président national du Monasco, Légré Philippe. La cérémonie a été parrainée par la députée de Trècheville, Ami Tungara. Pour le président national du Monasco, l'objectif du mouvement reste désormais la réélection du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. C'est pourquoi le porte-parole du Monasco, Cissé Sendou, a indiqué que la mission du coordonnateur d'Anyama consistera à ratisser large pour une adhésion massive des populations au mouvement. La première dame de Côte d'Ivoire dit non à la traite des jeunes filles. Madame Dominique Ouattara a eu aujourd'hui une séance de travail avec le comité gouvernemental chargé de la question. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Viviane Aïm. Le fait est dégradant et dramatique, mais depuis une dizaine d'années, il se développe en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la traite des jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 à 24 ans qui sont recrutées par des organisations aux mains de personnages véreux qui leur font miroiter des emplois lucratifs de filles de maison dans des pays du Moyen-Orient. Mais une fois à destination, ces jeunes filles privées de tout papier d'identité sont réduites en esclavage dans les familles qui les emploient. Ce fait qui se développe depuis une dizaine d'années dans le silence et en toute impunité pour les organisateurs de ces réseaux de recrutement vient enfin d'être intercepté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre fin à cette traite honteuse, c'est désormais l'objectif du gouvernement. Dans cette recherche de solutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite d'exploitation et le travail des enfants, qui, par son engagement et sa détermination, a obtenu une grande avancée vers l'éradication de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a été une nouvelle fois sollicitée par le gouvernement dans le cadre de ce nouveau combat qui est celui de la lutte contre la traite des jeunes filles ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée d'une forte délégation comprenant des membres de plusieurs ministères, a eu une séance d'information ce jeudi matin avec la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody. Tous les aspects de cette traite des jeunes filles ont été exposés. Il nous est arrivé l'année dernière d'intercepter 9 jeunes Ivoiriennes. Et ces jeunes filles nous sont revenues, nous les avons entendues, nous les avons encadrées, assistées dans un centre d'accueil. Cela a duré 1 mois. Nous avons reçu individuellement leurs familles respectives. Parmi ces 9 jeunes filles, 7 ont réussi à s'échapper et sont reparties donc et ont effectué leur voyage. Parmi les 7 jeunes filles, nous en avons 2 qui nous sont revenues dans un état dramatique. Selon les informations qu'elles nous ont données, certaines partaient pour faire donc des études religieuses ou encore être des employés domestiques dans des résidences privées. Celle qui nous est revenue était dans une résidence privée comme fille de ménage. Et elle explique qu'une fois arrivées donc à l'aéroport, on leur retire systématiquement leur passeport. Donc elles n'ont aucun titre de séjour et elles sont mises à la disposition des familles d'accueil qui les reçoivent chez elles. Elles sont interdites de se faire enregistrer ou d'avoir tout contact avec le consulat et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elles sont interdites de fréquenter les milieux ivoiriens. Elles ne sortent pratiquement jamais, sauf accompagnées de leur tuteur. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles n'ont pas de feuille de route, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Les salaires qui leur ont été annoncés ici, au départ, sont des salaires faux. Et ils sont reversés aux agents qui ont servi donc d'intermédiaires. Ces jeunes filles, Madame la Première Dame, au-delà du travail domestique qu'elles font, elles sont violentées, battues. Et le témoignage que nous avons reçu de celles qui sont arrivées indique que, à longueur de journée, elles sont victimes de viols du grand-père de la maison au petit-fils de la maison. Madame la Première Dame, les mégots de cigarettes sont éteints sur le corps de ces jeunes filles. La Première Dame a posé beaucoup de questions, signe de l'intérêt qu'elle accorde au drame de ces filles parties à l'aventure.
J'ai été très sensible à ce que j'ai appris sur notamment la traite des personnes et notamment des jeunes filles qui étaient parfois envoyées dans certains pays pour y être exploitées de façon tout à fait anormale. Et j'ai demandé à Madame la ministre de m'expliquer ce qui se passait et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider et de m'impliquer pour que de telles choses ne puissent pas arriver à nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que Madame la ministre nous a proposé un plan d'action national. Nous allons travailler avec les ambassades concernées, des pays qui sont visés donc, et voir un petit peu comment nous pouvons intervenir pour arrêter ce genre de choses. Cette première rencontre de travail entre la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants et le comité gouvernemental a permis d'harmoniser un certain nombre d'actions à mener dans un premier temps, notamment la création d'un comité interministériel de lutte, la définition d'une stratégie et d'un plan de communication, l'adoption d'une loi spécifique au plan national qui condamne la pratique de la traite des adultes, la définition d'un plan d'action national ainsi que le recommande le gouvernement américain. La première dame et le comité gouvernemental ont promis se revoir à nouveau pour une nouvelle séance de travail dans un mois. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant invite les maires à identifier et à recenser les problèmes rencontrés par les familles. Anne-Désirée Oloto veut travailler avec l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité suggère la réduction des problèmes sociaux pour obtenir des familles épanouies en Côte d'Ivoire. Adama Kamagaté, Gabriel Zani. La situation des populations a connu une régression importante depuis des années. Délinquance des jeunes, vols, viols et autres maux pèsent sur les familles. Face à la persistance de ces situations difficiles, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de mettre en place un cadre formel avec les maires des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un cadre formel de concertation peut permettre au gouvernement et à vous-même d'apporter des réponses efficaces aux problèmes des familles. Il nous appartient, je pense, de conjuguer nos efforts. Pour cerner les problèmes des ménages, le ministère a associé les élus locaux car selon Anne-Désirée Oloto, ils connaissent mieux l'état de la vie des populations. Les maires représentés par des membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, ont salué l'initiative du ministère de la Solidarité. À entendre Madame le ministre, c'est un souci qu'elle partage. On espère qu'avec elle, tout le gouvernement va essayer d'appuyer les différentes communes pour que ces fléaux qui rongent les familles puissent évidemment s'estomper. Le ministère de la Solidarité et ses partenaires techniques, qui sont désormais les maires, vont ensemble élaborer la politique nationale de la famille en atelier. 10 localités vont servir de communes pilotes en vue de recueillir des informations utiles et dégager les axes prioritaires du travail. La Fondation Didier Drogba offre 1000 kits scolaires à des enfants. Ils sont issus de 18 centres d'accueil et organisations de protection de l'enfant. Ces enfants venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Yopougon pour recevoir ces kits scolaires. Demain, la Fondation va mettre le cap sur Grand Laou pour la même activité. En économie, le secteur de la microfinance connaît un véritable essor en Côte d'Ivoire. L'un des pionniers de ce secteur dans le pays est la microfinance Oako Crédit, une institution qui totalise 20 ans d'expérience en Côte d'Ivoire et en Afrique et 40 ans dans le monde. À l'occasion de son anniversaire, elle mène la réflexion sur le thème « Investir autrement, développer durablement ». Guy Roger Nguessan, Adamakouni. Grâce à la microfinance, nous avons obtenu 1,5 milliard de francs CFA qui nous a permis de construire un marché moderne avec un centre de santé. C'est une coopérative qui est partie de rien, mais grâce à ce fonds aujourd'hui, cette coopérative est connue dans toute la Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Un témoignage de bénéficiaires de microcrédit en guise de conférence inaugurale. Cela n'est pas de coutume. Oiko Crédit, spécialisé dans le financement de proximité, veut faire bouger les lignes et positionner la microfinance comme une alternative au financement des projets
qui n'ont toujours pas de retour favorable auprès des banques. Pour sa part, le gouvernement entend jouer sa partition pour accompagner toutes les bonnes intentions. Le gouvernement entend appuyer le secteur de la microfinance qui a connu une croissance appréciable qui s'est traduite par un accroissement du volume de crédit, 91 milliards en 2013 contre 22,9 milliards en 2009. Il faut dire qu'en 2013, les ressources mobilisées dans le réseau de la microfinance se sont élevées à 132 milliards de francs CFA auprès de 829 000 petits épargnants. Si les chiffres sont flatteurs, le secteur demeure toutefois fragile du fait de sa forte dépendance à la bonne conduite de ses animateurs. Les 20 ans de Oiko Crédit ont été marqués par 3 panels: le financement inclusif, le cofinancement et l'agriculture. Jetons à présent un regard sur les instruments de mesure dans les marchés et supermarchés. Ces instruments sont-ils fiables? À quoi s'exposent les commerçants dont l'instrument de mesure ne respecte pas les normes? Le dossier du jeudi nous donne des réponses et il est signé par Gassoro Kone. Balance électronique, pompe voisine, bécher. Des instruments qui servent à mesurer les produits vivriers et alimentaires, mais aussi bien d'autres produits et marchandises. Ces instruments, l'on les retrouve pour la plupart dans les marchés et supermarchés. Ils sont pour la majorité contestés par les populations. Denise est restauratrice depuis plus d'une vingtaine d'années à Trècheville. Elle n'a pas du tout confiance en ces instruments de mesure. Elle ne les trouve pas fiables parce que truqués. Et ce sont les bouchers qui sont les plus indexés. À l'abattoir, une fois je suis partie, j'ai demandé 10 kilos. J'ai vu bien la balance, je reviens à la maison, c'est 9 kilos. Je suis retournée le lendemain. J'ai dit au monsieur, ta balance là, il y a problème. Il voulait faire, j'ai dit, je suis avec mon frère. C'est un agent. Il va venir ici et puis il me dit pardon. Et puis il a changé. Tout comme Denise, de nombreuses personnes accusent les commerçants de fraude sur les instruments de mesure. Des accusations que ces derniers refutent avec la dernière énergie. Ambroise est le président des bouchers du grand marché de Makori. Pour lui, les balances électroniques utilisées respectent les normes. Nous, on n'a jamais fait cela. Ça, on le fait même pas, on le fera jamais même. Dans mon domaine, il n'y a personne qui fait ça. Le poids n'est pas arrivé, non, on n'a jamais eu ce problème-là. Parce qu'elles sont habituées ici, elles viennent prendre, depuis qu'elles voient être contrôle à la maison, c'est le poids net. Seul moyen pour juger de la fiabilité de ces mesures, le contrôle. Il est diligenté par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Chaque année, les agents de la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sous tutelle de ce ministère parcourent marchés et supermarchés en vue du contrôle des instruments de mesure. Ce contrôle, ce n'est pas seulement pour la vérification périodique, il n'est pas un contrôle répressif. Au-delà donc de la campagne périodique, il y a aussi la phase de la surveillance qui consiste véritablement à nous assurer que tous les instruments qui sont utilisés dans le cadre des activités commerciales sont en bon état de fonctionnement. Depuis plus de 3 mois donc, contrôleurs, inspecteurs des prix, commissaires, tous sont à la tâche. Et souvent, certains commerçants et opérateurs économiques se font prendre. J'ai posé le poids, j'ai vu qu'on a 5 grammes en plus. Voilà, donc il fallait que je mette à 5 kilos juste, c'est ce que j'ai fait. Direction le marché Cocovico situé à Angré dans la commune de Cocody. Ici, pas de problème. Mahaman, commerçant de produits vivriers, est heureux. Après le passage des inspecteurs dans sa boutique, ces instruments de mesure respectent les normes. Quand ils ont vérifié, s'il y avait un défaut là, j'allais, tu vois, non, maintenant quand c'est propre là, je suis content, je suis très content même pour ça. Un reçu lui est délivré par les agents comptables sur le terrain. Ces reçus sont souvent mal perçus par certains commerçants. Ils estiment que c'est une ruse de la part des agents terrain cherchant à leur soutirer de l'argent. On vient nous dire que non, que balance là, contrôle là, c'est truc, 1000 francs. Les transports 1000 francs. Donc là, on n'a rien compris dessus. Normalement, ce n'est pas si c'est nous qui doit payer les transports, mais c'est l'État qui doit payer. Le directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes rassure. Il s'agit des frais de déplacement légaux. Ce n'est pas du racket. À partir du moment où il y a un texte, depuis 62 qui prévoit ça, et même toutes les lois de finances que nous avons dans ce pays, dans leur annexe, c'est toujours ressorti que tout contrôle effectué par un agent de l'administration en dehors d'une certaine période, ces frais sont pris en charge par l'opérateur économique. Ce jour-là, plusieurs marchés et commerces du district d'Abidjan seront visités. Concernant les vendeurs de riz, on essaie de jauger leur balance avec des poids. Et lorsque c'est OK, on appose le sticker vert.
pendant cette opération, nous retirons du circuit les instruments qui sont assez défectueux. Ceux qui peuvent être réparés, on autorise les opérateurs à les faire réparer. Après, il y aura une phase de répression. Pendant cette période-là, ceux qui n'ont pas soumis les instruments à la vérification périodique sont sanctionnés conformément à la loi. Selon François Oulaï, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les instruments qui ne respectent pas les normes constituent un danger pour les populations et pour l'économie ivoirienne. Il souhaite que les commerçants coopèrent. Tous ceux qui détiennent des instruments de mesure, que ce soit dans le commerce, dans le domaine industriel, santé, environnement, l'essentiel pour nous, c'est de leur demander de soumettre leurs instruments à la vérification des instruments de mesure. Cette campagne nationale du contrôle des instruments de mesure s'inscrit dans la perspective de la lutte contre la cherté de la vie. La phase de la surveillance débutera à partir du mois de janvier, c'est-à-dire celle de la répression et des sanctions. Un numéro vert est mis à la disposition des populations en cas de doute sur un instrument de mesure. Il s'agit du 80 00 00 99 ou le 80 08 00 09. Un mot d'agriculture à présent. La relance de la riziculture dans la Bagoué est désormais une réalité. Plus de 100 000 tonnes de riz seront produites par an avec environ 1200 emplois garantis dans la région. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafowa, en visite dans la Bagoué, a participé aux premières récoltes. Suivez ce reportage proposé par nos confrères de RTI Boaki. La bataille pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire est enclenchée. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, en pleine rizière participant à une récolte de riz. C'est le résultat de la réhabilitation du barrage Nyadon de Gbon et de l'aménagement de la plaine en aval pour la culture de riz et de maraîchers. Un projet d'environ 1 milliard de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire et un prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le barrage de Nyadon-Agbon est une retenue d'eau de 8 millions de mètres cubes pour une superficie nette aménagée en aval de 105 hectares, dont 100 hectares pour le riz et 5 hectares pour le maraîcher. La production du riz se fera sur 3 cycles pour 1000 tonnes par an, avec 1200 emplois garantis. Ce projet est la volonté du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Nous sommes ici dans le cadre de l'action du gouvernement conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sous la haute autorité du président de la République de faire en sorte que notre pays soit autosuffisant à l'horizon 2016. Je pense qu'à ce rythme-là, nous pourrons relever ce défi. Les populations originaires de la Bagoué se réjouissent de ce projet dont l'impact est déjà perceptible. La rentrée scolaire dans le milieu rural s'est faite à temps et les cours ont repris normalement parce que par le passé, les agriculteurs avaient du mal à scolariser leurs enfants dès la rentrée par manque de moyens. Mais grâce à la politique menée par le président de la République, le Premier ministre, mais vraiment avec le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, le monde rural est satisfait. Après la visite, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafowa, a offert des intrants, du matériel agricole et des kits scolaires aux populations de Gbon. Montant du don, environ 100 millions de francs CFA. Hors de la Côte d'Ivoire, une cinquantaine de médecins et aides-soignants cubains sont arrivés hier par avion au Libéria. Ils entendent participer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans ce pays, où une mission militaire américaine se déploie aussi dans le même but. L'avion de la compagnie nationale cubaine Air Cubana a atterri mercredi matin sur l'aéroport de Monrovia, au Libéria. Vêtus d'uniformes blancs, une cinquantaine de médecins et d'infirmiers cubains sont venus participer à la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. Entièrement masculine, l'équipe médicale est composée de médecins généralistes et d'unités de soins intensifs, d'infirmiers, d'épidémiologistes, de chirurgiens, de pédiatres et d'anesthésistes. Elle a été accueillie par l'ambassadeur de Cuba au Libéria qui a décrit l'arrivée de ces experts médicaux cubains comme un signe fort de solidarité. Nous ne pouvons pas voir nos frères et nos sœurs d'Afrique avoir des difficultés, subir des périodes difficiles, alors que nous sommes là, dans nos maisons à Cuba. Nous pensons qu'il est de notre devoir de les aider. Au total, ce sont 256 professionnels de santé cubains qui sont aujourd'hui déployés sur le terrain dans les pays touchés par l'épidémie. Dès le 1er octobre,
Cuba avait déjà envoyé 165 professionnels de santé en Sierra Leone. Au Libéria, ils côtoieront les Américains qui ont construit plusieurs cliniques, dont la dernière dans la banlieue de Monrovia. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur RTI1.